votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Sonia, Gilles Kepel, chercheur, politologue, spécialiste du monde arabe, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient », c'était aux éditions Gallimard. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Nous allons bien sûr évoquer l'actualité internationale et votre livre, mais tout d'abord, en France, dans certains endroits, il y a eu des faits graves et inacceptables. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur a qualifié les violences qui ont émaillé la nuit d'Halloween. Même si en nombre, je le précise et je le rappelle, il n'y a pas d'augmentation des incidents par rapport à l'année dernière. Que pensez de ces violences urbaines? Vous avez travaillé sur ce sujet. Oui, en effet, et bien sûr, ça fait écho aux déclarations de Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. En fait, sans avoir travaillé sur cette question précisément d'hier, moi, spontanément, ce à quoi ça me fait penser, c'est que Daesh et le terrorisme en France ont banalisé une forme de violence extrême. À partir des réseaux sociaux, à partir de la rupture finalement entre le réel et le virtuel. Et sous réserve évidemment de ce qu'on va trouver dans l'analyse de ces violences, je pense que c'est une piste en tout cas qu'il faudrait explorer. Alors je ne sais pas ce qu'on va donner, mais il y a eu un avant et un après des violences de 2015-2016 en France. Là, finalement, malheureusement, une sorte de banalisation de la violence extrême, allant jusqu'à l'assassinat, les menaces de mort, etc. Alors, Daesh, aujourd'hui, dans sa capacité opérationnelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, n'est plus ce qu'elle était. Raqqa, d'où tout était coordonné, a disparu. Ces violences-là n'ont peut-être absolument rien à voir avec le djihadisme ou autre, mais elles ont contribué, selon vous, à banaliser même notre perception de la violence. Oui, le vocabulaire des rapports de classe, des rapports entre quartiers défavorisés et autres, indéniablement si vous voulez, a ça dans son logiciel. C'est comme l'autre jour, quand on a eu cette image terrible de cette professeure qui était braquée par un étudiant qui lui mettait un pistolet, certes factice, sur la tempe. Moi, quand j'ai vu cette image, ça m'a rappelé les images virtuelles de Daesh où on avait quelqu'un qui allait exécuter son prisonnier, vous voyez ? Donc, comme si, au fond, ça avait contribué à constituer finalement une espèce de... Oui, à travers ce que vous dites, finalement, Gilles Kepel, vous également, et depuis longtemps, vous tirez la sonnette d'alarme. Vous avez fait référence tout à l'heure à l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, quand il dit, Gérard Collomb, attention, dans 5 ans, 4 ans, la situation peut devenir irrécupérable. Est-ce que nous sommes vraiment à ce point de rupture sur certains territoires dits perdus de la République ? Alors, je ne sais pas si on peut prévoir ça à 5 ans, mais effectivement, mon premier livre sur ces questions, qui s'appelait « Les banlieues de l'islam », date de 1987, donc ça commence à faire quelque temps que je suis ces questions. Et l'évolution que j'ai vue, y compris après mes études à Clichy-Montfermeil en 2010, pour comprendre pourquoi les émeutes avaient commencé là 5 ans plus tôt, n'est pas très exaltante, avec bien sûr des initiatives formidables, des jeunes qui réussissent, qui montent dans la hiérarchie sociale, mais qui justement en essayant de sortir de ces quartiers, mais là où on reste avec une présence, alors pas nécessairement de la violence à proprement parler, mais d'une espèce de rupture culturelle portée par les salafistes. Et ça me préoccupe beaucoup. Justement, vous parlez de rupture. Le même Gérard Collomb, décidément ancien ministre de l'Intérieur, dans Valeurs Actuelles, parle d'une sécession entre communautés. Dans une interview, il va de plus en plus fort. Il monte crescendo dans la dénonciation de ce qui peut arriver. Vous le rejoignez également là-dessus ? Écoutez, je n'ai pas encore vu son interview, mais en tout cas, c'est un problème qui mérite d'être débattu. J'en reviens à votre livre, Gilles Kepel, intitulé « Comment sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient ». Vous analysez véritablement en détail les révoltes arabes qui, malgré l'enthousiasme suscité, ont abouti soit à Daesh, soit à une guerre civile, soit au retour de l'autoritarisme. Il n'y a donc eu aucune exception à ce déterminisme géopolitique ? Mais si, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. La Tunisie, Sonia. Le chemin est encore long. Voilà, avec effectivement un pays arabe dans lequel c'est le seul, la liberté
liberté de conscience a été inscrite dans la Constitution, les droits de l'héritage, du mariage et de la reconnaissance, y compris des homosexuels, aujourd'hui sont quasiment en train de se rapprocher, en tout cas, de ceux qu'on connaît dans les pays de l'Ouest. Mais malheureusement, en Tunisie, un problème social et économique qui oppose toujours le littoral prospère et l'intérieur du pays, où s'était produit l'étincelle des révolutions arabes, c'est-à-dire le suicide de Mohamed de Bouazizi en décembre 2010, qui reste aujourd'hui présent et qui malheureusement pose un problème. Mais vous dénoncez une forme d'aveuglement des élites occidentales. Vous dites ceci: ils voyaient sur la place Tahrir au Caire ou sur l'avenue Bourguiba à Tunis, mai 68, ils pensaient que les printemps arabes étaient un peu comme le printemps de Prague ou les printemps européens du 19e siècle. C'était présent certes, mais derrière, vous dites, il y avait aussi tout le background islamiste et djihadistes. Ils ne l'ont pas vu, ils l'ont occulté. Ces élites, dites-vous. Oui, tout le monde était un peu là-dedans à l'époque, parce que au fond, c'est ce qu'on avait envie de voir. Alors c'était sympa, effectivement, mais et ça a été allez, les orientalistes à la poubelle, les arabisants à la retraite. Vous êtes des vieux schnocks, vous ne comprenez rien, le vieux monde est derrière nous. Or, ce qui s'est passé dans les soulèvements arabes, c'est qu'il y a eu à la fois ce mouvement très démocratique, qui partageait des valeurs universelles, qui a mis à bas les régimes dictatoriaux, dans certains cas, sur le continent nord-africain, en Tunisie, en Égypte et en Libye, mais ça n'est pas arrivé au Moyen-Orient proprement dit, parce que ça a été pris en otage tout de suite entre le conflit chiite-sunnite, que ce soit à Bahreïn, au Yémen ou en Syrie. Et en fait, derrière, il y avait tout ce qu'on appelle le djihadisme de troisième génération, les gens comme Abou Mus'ab al-Souri qui avaient pensé qu'il fallait aujourd'hui construire un djihad qui soit basé à la fois sur justement les jeunes de banlieue qui étaient partis dans une rupture salafiste dont vous parlez tout à l'heure, et puis le terrain maghrébin ou moyen-oriental, et qui ont pris ça en otage. En Tunisie, par exemple, tout le monde est très content que Ben Ali, quand il est tombé en janvier 2011, on a ouvert les prisons, on a libéré les prisonniers politiques, mais aussi tous les djihadistes, dont une partie sont venus dans les Alpes-Maritimes. Vous racontez tout ce panorama. Je vais juste préciser à nos auditeurs que ce qui se passe dans ces pays au sud et à l'est de la Méditerranée est intrinsèquement lié à l'Europe, à la France également. Dans votre livre, évidemment, tout se rejoint. Dans cette actualité souvent sombre, Gilles Kepel, je voudrais conclure avec un rayon de soleil. C'est si rare, un grand rayon de soleil, une leçon de courage et de résilience de la part d'Asia Bibi, qui a tenu plusieurs années en prison au Pakistan avant d'être acquittée, chrétienne. Elle avait été condamnée à la peine de mort pour blasphème. C'est le combat d'une résistante qu'il faut saluer. Oui, certainement. Et je crois que notamment le combat des femmes dans la région est tout à fait remarquable. C'est elles qui ont résisté. On pense aussi aux femmes yézidis transformées en esclaves sexuels par Daesh et qui aujourd'hui sont le symbole de cette résilience. Et donc, je crois qu'effectivement, dans la région, tout n'est pas perdu, au contraire. Et il faut absolument que nous soyons présents, notamment dans la reconstruction du Levant, puisque il ne s'agit pas d'altruisme, ça nous touche directement. Nous avons été le principal exportateur de djihadistes. Quand vous dites reconstruire, avec qui? Parce que certains pays en ce moment posent problème. Je parle en particulier de l'Arabie Saoudite. La Turquie a donné récemment des détails de la mise à mort, c'est le mot qui convient, de Jamal Khashoggi. Vous l'avez personnellement connu, Gilles Kepel? Oui, tout à fait. Au début des années 2000 en Arabie Saoudite, c'était à la fois un journaliste et quelqu'un qui était proche du prince Turki El Faisal, l'ancien patron du renseignement qui voulait ouvrir le pays à la recherche et à l'université. Et effectivement, la situation actuelle, si vous voulez, c'est un peu malheureusement la conclusion du sous-titre de mon livre, les crises en Méditerranée, au Moyen-Orient, c'en est le paroxysme. Ce qui s'est passé avec l'affaire Khashoggi, c'est que les différents acteurs pour la sortie de crise en Syrie, aujourd'hui, sont en compétition pour celui qui va finalement dominer la situation. Et le pouvoir turc, le gouvernement turc, qui était en situation assez difficile, s'est remis en selle dans cette affaire et du coup a marginalisé l'Arabie Saoudite en introduisant un coin dans la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Encore une fois, c'est le background, c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient chez Gallimard. Et on rappelle que cela a toujours à voir avec l'Europe
et la France. Merci Gilles Kepel d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci à vous. Merci Sonia. 19h18, vous êtes sur Europe 1.